Bonjour à tous et bienvenue. Je suis actuellement à Zinder, au Niger, devant le carrefour central qui est historiquement l'axe stratégique du commerce transsahélien. Le 27 décembre 2020, le Niger a organisé son élection présidentielle. 30 candidats étaient en lice pour briguer la magistrature suprême. Après une longue attente à l'issue du décompte, selon les résultats annoncés par la CENI, Mohamed Bazoum a recueilli 39% des suffrages contre 17% pour Maman Ousmane. Le second tour de cette élection prévue ce dimanche 21 février dira qui de Mohamed Bazoum ou Maman Ousmane sera le futur président de la République du Niger. Avant d'aller à la rencontre des deux candidats, je vous propose de faire le point sur la situation politique, économique et sociale du Niger. Monsieur Diko Abdourahmane, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes chercheur, doyen de la faculté des lettres et des sciences de l'université de Zinder, où nous sommes à présent. Merci de nous recevoir. Merci madame. Avec vous, nous allons un peu parcourir l'histoire du pays et puis faire le point sur la situation politique et économique. Le Niger est un pays multiethnique et constitue une terre de contact entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Historiquement, quels sont finalement les peuples et les ethnies qui ont bâti le Niger moderne depuis l'Antiquité? Bien, madame, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité pour parler du Niger, mon pays. Le Niger, c'est une terre de peuplement où se croisent aujourd'hui plusieurs cultures et plusieurs ethnies. Donc, du coup, on peut dire que le Niger est une terre de peuplement, en fait. L'histoire du peuplement du Niger nous renvoie à une longue épaisseur historique en termes de civilisation. Donc, nous avons des composantes multiethniques, dont entre autres, nous avons les Hausa, nous avons les Germains, nous avons les Peuls, nous avons les Gourmandiers, nous avons les Arabes, les Touaregs, ainsi de suite. Donc, de manière globale, on peut dire que le Niger est une terre multiculturelle et multiethnique. Donc, qui fonde sa cohésion et son unité sur, justement, les échanges interculturels et sur aussi les différents contacts que les différentes ethnies ont noués pendant des milliers d'années. Donc, c'est une société qui partage un certain nombre de valeurs, un certain nombre de coutumes à travers le mariage, à travers les cousinages, à travers les rapports commerciaux et à travers plusieurs activités. La République du Niger est indépendante depuis le 3 août 1960, mais l'histoire politique du pays est jalonnée de nombreux coups d'État. Et il aura fallu attendre avril 1993 pour assister à la première élection considérée comme démocratique, où on a assisté à la victoire de Maman Ousmane. Comment expliquez-vous cette instabilité politique chronique de votre pays? Donc, s'il fallait faire une genèse de ces interruptions, j'allais dire constitutionnelles, on notera que d'abord, le Niger a connu 7 interruptions constitutionnelles, dont 5 coups d'État militaires et 2 coups d'État civils. Donc, on peut supposer que cela est une preuve plus ou moins perceptible, matérielle, de la fragilité de l'État au Niger. Donc l'État est fragile et du coup, il est pris en otage par un certain nombre d'acteurs qui animent pratiquement la vie socio-économique et socio-politique du Niger, où le contrôle, si vous voulez, du pouvoir devient un enjeu majeur où tout le monde est impliqué. Donc, de 1960 à aujourd'hui, le Niger s'est véritablement distingué à travers la récurrence de ces coups d'État. Et ces récurrences de coups d'État prouvent clairement que le Niger, d'un point de vue politique, est faible dans la mesure où il n'arrive pas à imposer une culture de l'État, une culture si vous voulez, de l'État politique qui est censé gérer la nation d'une manière plus ou moins démocratique ou d'une manière plus ou moins rationnelle. Alors en plus de l'uranium, le Niger dispose de plusieurs réserves de pétrole et d'autres ressources. Qu'est-ce qui explique le mauvais classement du pays sur le plan économique? Bon, le Niger, très malheureusement, est classé toujours dernier. On dit toujours 189e, pour ne pas dire dernier, quoi, sur 189. C'est une manière de dire que le Niger est dernier. Je rejoins un peu la position de certains acteurs politiques nigériens qui disent que ce classement-là n'est pas fiable. Parce qu'il y a des indicateurs sur lesquels
ces organisations internationales se basent, qui ne sont pas véritablement des indicateurs assez fiables. Le Niger fait 1 267 000 km². Du coup, l'État est appelé aujourd'hui, en termes d'investissement, à mobiliser d'énormes ressources pour pouvoir couvrir l'ensemble de l'espace nigérien, par exemple en services de soins de santé, en infrastructures éducatives, en sécurité, dans plusieurs domaines. Le Niger n'est pas comparable, par exemple, à un pays comme le Bénin, qui ne vaut même pas la région d'Agadez, où l'État peut créer des écoles partout. Mais le Niger, l'espace nigérien est tellement grand où les efforts consentis par l'État sont véritablement négligeables et ils ne sont pas directement perceptibles. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, on nous classe dernier parce qu'on dit qu'en termes d'accès à l'éducation, que le Niger n'est pas véritablement visible. Non, l'éducation, il faut la relativiser, et n'est pas forcément l'éducation que les barres de fond pensent. Quand vous allez, par exemple, vous prenez ceux qui vont dans les écoles coraniques, par exemple, c'est une éducation qu'ils reçoivent. Ils savent lire et écrire, mais en arabe. Ça, c'est le deuxième élément. Et il y a un deuxième aspect qui est expliqué aussi par le fait que la population nigérienne, elle est à plus de 51% jeune. Et le taux de fécondité au Niger, il est de 7,6 enfants par femme, le taux le plus élevé. Donc la croissance démographique a ralenti en réalité ou rend, j'allais dire, inefficaces tous les investissements que nos États sont en train de faire. Mais cela n'est pas pour autant une raison pour dire que l'État ne doit pas encore faire des efforts. Mais ce qui est sûr, c'est que l'État manque aujourd'hui de ressources, j'allais dire, humaines pour pouvoir défendre aujourd'hui ce positionnement ou cette position que le Niger occupe chaque année. Mais on n'est pas dernier véritablement. Depuis plusieurs années, le Niger est frappé par des attaques terroristes. Il fait partie de la zone dite des 3 frontières. Selon vous, qu'est-ce qui a provoqué la détérioration de la situation sécuritaire de votre pays? Le Niger, moi je l'appelle chaque fois, c'est le cercle, la terre du feu, comme je l'ai dit. C'est le cercle lumineux aujourd'hui qui est, j'allais dire en termes de menace, l'un des pays les plus menacés véritablement. Parce que quand vous prenez le Niger, il est d'abord entouré à l'est, il est limité à l'est d'abord par le Tchad. Maintenant, à l'ouest, nous avons le Mali et le Burkina Faso. Au nord, nous avons la Libye qui est devenue un véritable sanctuaire. Donc, cette position du Niger rend notre pays un pays vulnérable. Pourquoi? Parce que c'est une ceinture de feu et le Niger se trouve au cœur de cette ceinture de feu. Et en plus de cela, il y a aussi la fragilisation de l'État lui-même. L'État devient fragile progressivement. Donc, le fait que l'État soit fragile a laissé une brèche, ou du moins a laissé une ouverture à un monde, j'allais dire, fantasmé, c'est-à-dire les prédicateurs violents, à venir vendre une idéologie de la violence. Et cela, ça a contribué fortement à amener les gens à aller vers la radicalisation, et la radicalisation qui est pratiquement la base du terrorisme ou de l'extrémisme violent. Donc, il faut que l'État prenne conscience de sa fragilité pour véritablement agir. Le deuxième facteur aujourd'hui qui explique cette menace sécuritaire, c'est la pauvreté. Le seuil de pauvreté au Niger, il est réel, il est très élevé. Donc, lorsque l'État manque véritablement de politique réelle de réinsertion sociale, surtout en faveur d'une jeunesse qui constitue 51,6% de la population, il y va de soi que certaines personnes puissent véritablement rendre cette population-là beaucoup plus, j'allais dire, fascinée par le terrorisme. C'est ce qui se fait dans la région de Difa, où aujourd'hui des jeunes sont recrutés sur la base d'un certain nombre de rémunérations mensuelles que des organisations extrémistes leur donnent. Donc ils vont parce qu'ils estiment trouver, j'allais dire, les ressources nécessaires pour régler certains problèmes existentiels auxquels ils font face. Donc la situation du pays, notamment sur le plan économique et social, est un taureau favorable au terrorisme. Absolument. C'est pourquoi j'appelle le Niger la ceinture de feu. Après 2 mandats, le président sortant Mamadou Issoufou ne sera pas candidat à sa propre succession, comme le stipule la Constitution. Quel est le bilan de sa gouvernance? Bien, le président Issoufou est en train de partir.
en organisant des élections. Je pense que c'est d'abord une prouesse, il faut le notifier, cela en Afrique, parce qu'en Afrique, les gens ont beaucoup plus tendance à rester au pouvoir. Et l'actuel président du Niger a tenu à sa promesse en organisant des élections et en déclarant officiellement qu'il ne fera pas un troisième mandat. Donc c'est peut-être la toute première fois qu'il y ait cette forme d'alternance, j'allais dire, en douceur, là où la Constitution est respectée, là où les promesses sont tenues. Donc ça, c'est le premier élément. Mais le second élément, le président Issoufou, il a pris des engagements lors de son premier mandat et lors de son second mandat, mais le bilan reste encore mitigé. Comme il l'a très bien dit dans un discours, et qu'il a très bien dit que lorsque, ça c'est en Hausa qu'il a dit, hein, il a dit lorsque le couscous est de trop, il faut mettre beaucoup d'huile pour véritablement le manger. Eh bien, c'est une manière pour lui de dire qu'il y a trop de problèmes au Niger, tout est prioritaire. Mais aujourd'hui, nous avons encore d'autres situations qui sont là, beaucoup plus précaires, auxquelles le président Issoufou n'a pas pu apporter une solution définitive. C'est la question de l'éducation. L'éducation aujourd'hui est un domaine, j'allais dire, à la limite délaissé, ou qui tend vers la privatisation. Nous avons la santé, les infrastructures routières. Nous avons plein de problèmes auxquels, aujourd'hui, la gouvernance de Issoufou n'a pas véritablement apporté une solution définitive. Peut-être, il faut espérer, que celui-là qui va prendre le relais le fera. Parce qu'en 10 ans, on ne peut pas régler tous les problèmes du Niger. Mais justement, c'est contraire à cet état d'esprit qui souhaite finalement que les chefs d'État restent peu au pouvoir, alors que les pays africains, notamment le Niger, vous le dites à travers vos mots, ont des problèmes tellement profonds, tout est prioritaire. Est-ce qu'on doit, par mimétisme, faire ce que font les Occidentaux en limitant les mandats? Et pour certains, ils le font que depuis récemment, notamment la France et d'autres. Pourquoi vouloir imposer cette limitation de mandat si nos problèmes sont aussi importants et difficiles Les problèmes à résoudre? je suis parfaitement d'accord avec votre position, ou du moins je trouve votre question assez pertinente, puisque de toutes les façons, nous avons fait de la démocratie une religion. Nous avons fait de la démocratie une religion au point où on a peur de critiquer la démocratie. Or, la démocratie comporte en son sein des contradictions abyssales, des contradictions criardes. La limitation des mandats, par exemple, dont vous dites, est une bonne chose, moi je trouve. Pourquoi? Parce qu'on ne devrait pas sacraliser les personnes. Nul n'est indispensable. Nul n'est indispensable. Et dans la logique de la continuité de l'État, moi je pense très bien qu'on peut trouver une solution à ce que vous dites. Quelqu'un proposait les jalons d'une véritable, j'allais dire, émergence. Même s'il n'arrive pas à le faire à la fin de son mandat, celui-là qui viendra ne devrait pas remettre en cause tout ce que son prédécesseur a fait. Non. Mais dans la logique de nos États en Afrique, c'est quoi? C'est que moi, je suis du côté droit, je gère un pays pendant 10 ans. Celui qui est du côté gauche, quand il va venir, il dira non, tout ce que le côté droit a fait est mauvais. Donc, c'est un balayage de tout ce qu'il a fait, de tout son héritage, de toutes ses expériences. Ça veut dire que c'est un éternel recommencement. J'espère très bien qu'aujourd'hui, le contexte dans lequel nous sommes va inspirer fortement les leaders politiques nigériens pour qu'ils s'inscrivent dans la logique, n'est-ce pas, du respect d'un certain nombre de valeurs que je viens de dire, c'est-à-dire la prise de conscience réelle qui devrait les motiver pour faire en sorte que des solutions adaptées soient trouvées aux problèmes, j'allais dire, spécifiques. On va parler de l'élection présidentielle. Le 27 décembre dernier se tenait donc le premier tour de l'élection présidentielle au Niger. Que faut-il retenir de ce premier tour et quels sont finalement les enjeux de ce second tour où on va voir s'affronter les deux protagonistes que sont Maman Ousmane et Mohamed Bazoum? Bien, nous avons deux candidats qui sont venus, l'un est premier et le second est de toute évidence deuxième. Aujourd'hui, il y a eu des alliances autour de plusieurs candidats, deux candidats. Donc, il y a le quatrième, le troisième d'abord et le quatrième qui se sont ralliés du côté du premier. Ça veut dire, de toute évidence, on renforce la position du premier.
Donc les déclarations d'allégeance que Seni Omar et Al-Badi Abouba, qui est quatrième, ont fait, donc ont véritablement reconforté la position du candidat du PNDS-Taraya, c'est-à-dire Mohamed Bazoum. Donc, mathématiquement, s'il faudrait aller dans la logique mathématique, les jeux seront clairs. Bazoum serait, de toute évidence, beaucoup plus favorisé. Mais cependant, il peut y avoir un retournement de situation dans la mesure où les alliances doivent être encadrées. C'est-à-dire encadrées, doivent être faites de manière, scellées de manière consensuelle. C'est-à-dire que les bases des partis doivent être associées dans les prises de décision. Et il me semble que après la signature des alliances, il y a eu beaucoup de remous un peu partout au Niger. Certains esprits ont dit non, on n'est pas d'accord, on n'a pas été consulté, on a été, j'allais dire, trahi. Donc, cela repose encore, ou du moins ne doit pas mettre Mohamed Bazoum dans une situation de leader. Il doit se battre. Donc, ça veut dire qu'encore, les jeux ne sont pas totalement bien scellés. Il n'y a pas de favori dans cette élection. Moi, je pense que celui-là qui passera le fera en essayant davantage de convaincre les Nigériens par rapport à son programme. Alors, ce sera ma dernière question. Nous sommes actuellement à Zinder, au sein de l'université. Les deux candidats sont natifs de cette région et ont tenu d'importants meetings très impressionnants. Pourquoi Zinder suscite tant d'attention et est-ce que les résultats issus de cette région peuvent faire basculer les résultats définitifs de l'élection présidentielle? Moi, j'appelle Zinder le laboratoire. Pourquoi? Parce que les partis de l'opposition, comme ceux du pouvoir, viennent toujours à Zinder pour tenir leur congrès. Et cela peut être expliqué par plusieurs aspects. Zinder est considéré comme étant le noyau dur de la politique nigérienne. Généralement, c'est eux qui déterminent la position du gagnant. C'est eux qui déterminent la position de chaque leader. En 1993, comme vous l'avez dit, ils ont fait... C'est Zinder qui a fait de Mohamed Ousmane président du Niger. Et aujourd'hui, les différentes formations politiques qui sont arrivées à Zinder, le discours qu'ils tiennent est un discours clair. Vous êtes les plus nombreux, vous êtes les plus dynamiques, vous êtes les plus jeunes du Niger. Donc c'est sur vous que nous comptons. Et il y a un aspect assez important qui lie cette position-là de Zinder à la politique nigérienne. D'un point de vue historique, Zinder est la zone où il y a eu beaucoup plus de résistance contre la colonisation. Je peux citer Amadou Kourandaga, je peux citer Tanimoun. Donc, les héros, si vous voulez, de l'histoire du Niger sont de Zinder. Donc, du coup, on voit en Zinder la zone de contestation. C'est là où démarre, où tout part, et c'est là où tout finit. Donc, ça veut dire véritablement que Zinder a un enjeu. Elle a un mot à dire dans la politique nigérienne. Donc, tout peut se jouer à Zinder. Absolument. Si Bazoum arrive à avoir le plus grand nombre de voix à Zinder, ce qui est sûr, il va passer, il va être élu président du Niger. Si c'est Maman Ousmane qui le fait, c'est aussi la situation qui risquerait de se présenter. C'est pourquoi les deux candidats se battent, et d'ailleurs ils sont tous dans la région aujourd'hui, pour pouvoir convaincre les gens, parce qu'il y a beaucoup d'indices encore. Donc les deux candidats sont en train de travailler pour que, véritablement, que le jeu soit clair entre eux et les militants. Monsieur Diko, c'est la fin de notre entretien. Merci infiniment pour tous ces éléments de réponse sur la situation de votre pays. Merci beaucoup, madame. J'aime le président Mohamed Ousmane tout simplement parce que quand il a été président de la République et président de l'Assemblée, il a œuvré pour l'épanouissement des jeunes et surtout de la jeune fille. C'est pourquoi je vous invite vivement à voter pour le président Mohamed Ousmane le 21 février 2021. Au premier tour, déjà, nous avons voté pour lui et il faut être constant dans ses choix. Donc au second tour, nous voterons massivement pour lui. Il est nécessaire qu'à un moment de la vie,
l'orgueil national se réveille et que les Nigériens, par rapport à leur propre situation et leurs conditions de vie au quotidien, puissent réagir, se réveillent et votent utile. Et nous pensons que le choix de Momo Ousmane, avec les alliés qui le soutiennent, pourront indiscutablement apporter un mieux-être à tout point de vue au Niger et aux Nigériens. Maman Ousmane, bonjour. Bonjour Fatim. Vous êtes le candidat du RDR Tandji. Au premier tour, vous êtes arrivé deuxième avec 17% des voix. Comment avez-vous accueilli ces résultats? Très mal accueilli. Ces résultats, je l'ai dit à plusieurs de vos collègues, je l'ai dit aussi au cours des différents meetings, sont des résultats qui ne reflètent pas l'expression de la volonté populaire du Niger d'aujourd'hui. Oui, il y a eu beaucoup de fraude, un peu dans les centres urbains, mais beaucoup dans les centres ruraux et énormément dans la zone nord de notre pays, dans la zone sahélo-saharienne, dans la zone nomade. Figurez-vous qu'au début, nous étions 41 compétiteurs à la présidentielle. 11 ont été recalés et 30 ont été retenus pour compétir. C'était du jamais vu. Je ne veux pas être très long, mais voyez-vous, là aussi c'était une stratégie du pouvoir qui avait pensé qu'ayant tenu l'opposition à l'écart de la préparation du processus électoral, nous sommes absents au CNDP, nous sommes absents à la CENI, nous sommes absents à un certain nombre de mécanismes qui concourent à la préparation et l'organisation des élections. Par exemple, l'élaboration du fichier, sa vérification, son contrôle, tout ça. Nous étions à l'écart, nous étions mis à l'écart. Alors, ils ont estimé qu'in fine, l'opposition va dire « Ah oui, mais nous n'avons pas participé ni au CNDP, ni à l'adoption du code électoral, les dernières modifications, ni aux travaux relatifs au fichier électoral. Donc, nous refusons de participer aux élections. » Et alors, ils ont créé beaucoup de partis à tour de bras qui vont jouer un rôle factice de l'opposition de manière indue. Alors, nous les avons surpris en refusant de boycotter tout simplement, en participant à ces élections-là. Résultat, voilà le chiffre des compétiteurs. Alors, je vous dis, cette fois-ci, c'est différent. Nous sommes deux candidats qui présentent deux alternatives aux citoyens nigériens. Soit la consolidation et la poursuite de toute la gestion désastreuse qui a eu cours dans ce pays depuis 10 ans, gestion qui l'a conduit à la place de dernier pays de la planète en termes d'indice de développement humain. Alors, en analysant ce score, dites-nous qui compose finalement votre électorat, les zones où vous avez été plébiscité et celles où vous n'avez pas pu obtenir le score escompté, même si, selon vous, il y a eu des fraudes. Et la majorité des citoyens de ce pays, toutes couches confondues, socialement parlant. Et les zones vous avez... De manière uniforme. Oui. De manière uniforme, oui. Vous savez, je ne suis pas à ma première compétition. J'en suis à la 7e. Et de formation et de profession, je suis un statisticien. Donc, rompu à l'analyse des situations, à l'analyse également des données, à l'interprétation des chiffres. Je ne parle pas au hasard sur des questions de ce genre. Vous êtes au second tour de l'élection présidentielle pour la première fois depuis 2011. Vous nous avez dit avoir compétit pour la 7e fois, mais pensez-vous sincèrement que vous auriez pu y parvenir si vous n'aviez pas bénéficié du soutien d'Ama Amadou?
cette idée? C'est certain que le soutien de M. Amma Amadou, dès le premier tour, le soutien de M. Maïna Ari Ajikirgam, le soutien d'un certain nombre de partis politiques, le soutien aussi d'un certain nombre de leaders d'opinion ont concouru à effectivement me donner en tout cas un suffrage assez consistant, même s'il a été en partie volé. Mais en cas de victoire, sera-t-il dans votre gouvernement et à quel poste, Amma Amadou? Je ne fais pas, moi, de la politique fiction. Attendons de voir les résultats des élections, attendons de voir l'analyse que nous ferons de ces résultats-là et les décisions que nous prendrons. Parce que, en ce qui me concerne, je ne suis pas de cette religion qui consiste à faire des marchandages avant les élections, au niveau des postes, ou au niveau de certains privilèges, ou au niveau de certaines considérations d'ordre pécuniaire. Non. Non. Mais pour quelle raison aurait-il accepté de vous soutenir s'il n'y a pas, on va dire, un retour sur investissement, si je peux m'exprimer ainsi? Je ne veux pas me mettre à la place de M. Amma Amadou, mais au cas où vous ne le saviez pas, eh bien, je vous informe que M. Amma Amadou et moi avons eu à travailler ensemble. Il fut votre Premier ministre. Il fut mon Premier ministre. Tout à fait. Après qu'il fut mon opposant. Tout à fait. Puis par la suite, il fut Premier ministre dans le régime de la Ve République, avec le président Tange Mamadou comme président de la République et moi-même comme président de l'Assemblée nationale. Donc, nous nous sommes connus, nous avons travaillé ensemble de longues années durant. Nous nous connaissons parfaitement bien et naturellement, il y a beaucoup d'estime réciproque entre nous. Ce ne sont pas des questions de marchandage de postes ou autres. D'ailleurs, voyez-vous, ceux qui auraient pu aussi m'apporter leur concours et qui ne l'ont pas fait, l'ont peut-être appris à leurs dépens. Ceux qui, tout comme M. Amma Amadou, avaient travaillé avec moi, n'est-ce pas, pendant de longues années, ont, à l'issue de ce premier tour-là, fait le choix de soutenir mon compétiteur, mais se sont trouvés désavoués par leur base. Vous parlez très clairement de Séni Oumarou Oui, et d'Albadé Abouba. Absolument. Vous avez suivi des déclarations publiques qu'ils ont eu à faire, tantôt au niveau de certains groupes, tantôt au niveau de certaines sous-sections, tantôt au niveau de certaines sections, comme par exemple à Maradi. Vous avez suivi ça comme moi. Oui. Donc vous partez confiant pour très ce confiant, second tour? très confiant, tout naturellement. Alors si vous êtes élu président de la République du Niger, quelles seront vos premières actions pour le pays, les plus significatives? Les premières actions, vous voulez que je vous les dévoile dès maintenant? Non. En tout cas, les Nigériens peut-être Je seraient n'ai pas intéressés. l'habitude de répondre à des questions ou conditionnelles. Vous avez préparé un programme. Si telle chose se passe, alors je ferai comme ci ou je ferai comme cela. Non. Moi, je suis réaliste, je suis pragmatique. J'ai soumis un programme qui donne les grands axes prioritaires qui, à mon sens, constituent des éléments en mesure de sortir notre pays du gouffre amer dans lequel il a été plongé 10 ans durant. Nous avons eu à tester
un certain nombre d'éléments de ce programme-là à travers les différents groupes sociaux, politico, culturels. Et une fois que ces conditions seront remplies, nos priorités seront annoncées. Mais pas avant. Ce serait faire de la politique fiction. Aux législatives, le parti au pouvoir est arrivé largement en tête avec 80 sièges sur les 166 disponibles. Le vôtre a obtenu que 7 sièges. Comment comptez-vous gouverner sans majorité? Êtes-vous sûr que je n'aurai pas la majorité? C'est-à-dire un système de coalition? Faisons attention. C'est encore une question au conditionnel. Les résultats des législatives ne sont pas encore donnés. Il y a eu des recours. Vous êtes sûr que ces recours ne vont pas, aucun de ces recours ne va prospérer? Attendons de voir. Mais là aussi, vous aussi, c'est au conditionnel. Vous supposez ou espérez que ces recours vont... Mais quand on fait un recours, évidemment, on espère qu'il prospère, dans la mesure où on fournit des arguments précis, concrets, pour que ça puisse effectivement convaincre le juge électoral indépendant et impartial. En cas de victoire de Mohamed Bazoum, êtes-vous prêt à reconnaître votre défaite? Ça serait absolument... quel terme dois-je utiliser? Absolument incroyable que M. Bazoum, à l'issue de ce deuxième tour, puisse être le vainqueur. Je vous l'ai déjà dit, pour le premier tour, voilà les conditions dans lesquelles ce premier tour s'est passé. Nous sommes partis en campagne électorale pour le second tour. Les citoyens nigériens nous ont vus, ils nous ont entendus, ils nous ont écoutés. Et vous avez vu comment les citoyens ont réagi. Il y a des zones, il y a des localités où, par exemple, mon compétiteur s'est trouvé très mal à l'aise pour faire la campagne. En ce qui me concerne, c'est certain qu'il a eu des soutiens, mais vous avez vu aussi le revers, où les bases des partis qui l'ont soutenu se sont désolidarisés et ont exprimé publiquement leur position. Troisièmement, vous avez vu également l'allure que nos différents meetings et autres réunions ont eu pendant cette campagne-là. C'est suffisant pour convaincre les plus sceptiques que les résultats de ce deuxième tour seront, pour certains de manière surprenante, totalement en déphasage avec ceux du premier tour. Donc, on peut envisager, encore une fois, des recours de votre part, si des contestations des résultats définitifs en cas de victoire. Mais ça, c'est un principe qui est reconnu à tous les compétiteurs. Les recours, les réclamations peuvent être exprimées sur la base des faits constatés par nos délégués et nos représentants au niveau des bureaux de vote et également dans le cadre de tout le processus, conformément aux dispositions que la loi offre aux compétiteurs. On a l'impression que la ville et la région de Zinder suscitent en tout cas beaucoup d'attention de votre part et de celle de Mohamed Bazoum. Vous êtes tous les deux natifs de Zinder. Quel est l'enjeu de Zinder? Moi, en ce qui me concerne, je peux vous affirmer que je suis natif de Zinder. Je suis né à peu près 300 mètres d'ici, madame. Vous pouvez vérifier aussi bien au dispensaire qu'à la mairie que je suis né le vendredi 20 janvier 1950. Oui, je suis, comme vous le dites, natif de la ville de Zinder. Mais mon compétiteur
je n'ai pas d'informations là-dessus. Donc, je ne me prononcerai pas. Alors, votre question, c'est pourquoi un intérêt de ma part pour la ville de Zinder? Mais parce que je suis un citoyen de cette cité-là. Je me suis porté toujours candidat au niveau de cette circonscription-là. Je me suis toujours porté candidat non seulement pour les législatives, mais pour les présidentielles au niveau de cette circonscription-là. Il n'y a jamais eu de problème ni de contestation de quelque nature que ce soit. Et c'est tout à fait normal. C'est pour moi un devoir, d'ailleurs, de servir mes concitoyens. Voilà pourquoi, moi, mon intérêt pour la ville de Zinder. Maintenant, l'intérêt pour la ville de Zinder de la part d'autrui ne me surprend pas non plus. Parce que je vous rappelle que Zinder était la capitale du Niger, bien avant l'indépendance. C'est par la suite qu'il y a eu un transfert de la capitale de Zinder à Niamey, pour un certain nombre de raisons géopolitico, stratégico, etc., etc. Mais il y a aussi l'idée d'une forte population. C'est la deuxième plus grande ville de Niger. Ça, c'est vrai. Mais ceci, donc en termes d'électorat, ceci est relié à cela. On a plus d'1 million d'individus, contrairement à Niamey. C'est exact. Donc, c'est exact. Niamey a 5 communes. Mais donc il y a un intérêt vous prenez politique. Par contre, la région de Zinder a 55 communes. C'est d'ailleurs la région qui a le plus de communes. Et c'est aussi l'une des régions qui a la plus forte population. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie, Fatou Djidji. Pourquoi le choix de Bazoum Mohamed? Parce que c'est celui-là qui a pu avoir 80 députés sur 166. Contre celui qui a eu 7 députés sur 166 députés. Comment un président ou un candidat avec 7 députés pourra-t-il influencer une dynamique d'ensemble dans un groupe? Comment va-t-il constituer une majorité? Nous avons déjà une majorité. Une majorité de plus de 129 députés sur 166. C'est le choix de la stabilité. C'est le choix de la stabilité. C'est le choix de la sérénité. C'est le choix de la sécurité du jour. Nous appelons donc les militantes et les militants du MNSD de Nassara à soutenir la candidature du candidat Bazoum. Nous pensons sincèrement qu'aucun problème ne se posera et que les militantes et les militants du MNSD voteront. Maintenant, les raisons, je pense, donc nous avons tenu compte de cela. Nous avons tenu compte également de la stabilité, parce que vous ne pouvez rien construire dans un pays instable. Bon. Nous avons tenu également compte de la situation sécuritaire que vit le Niger. Le Niger n'est pas le seul à le vivre. Dans la sous-région et même au-delà, la même situation persiste. Et le Niger, sur ce plan, reste encore un pays assez fragile. Et nous avons pensé qu'il ne fallait pas en rajouter. Mohamed Bazoum, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Taria, le principal parti au pouvoir. Au premier tour, vous êtes arrivé largement en tête du scrutin avec 39,67% des voix. Comment avez-vous accueilli ces résultats? Je les ai accueillis avec bonheur. Ce sont des résultats flatteurs. Ils auraient pu être bien meilleurs. N'était l'atomisation du suffrage dû à la multiplicité des candidats. Nous avons eu jusqu'à 30 candidats. Cela a eu un impact sur le résultat de chacun d'entre nous. Davantage sur mes résultats à moi que sur les autres parce qu'il y a eu beaucoup de bulletins nuls. Nous estimons à peu près 9 points les bulletins nuls. C'est le 3e homme de la compétition.
Et puis, vous avez beaucoup de candidats qui n'ont pas fait de campagne. Mais justement, parlons un peu de votre électorat. Comment se compose-t-il? Quelles sont les zones où vous avez été finalement plébiscité et celles où vous n'avez pas pu réaliser le score escompté? Je n'ai pas été performant dans les grandes villes, paradoxalement, Niamey, Zander, ici même, Maradi à certains égards, Maradi aussi, Maradi en effet, mais j'ai été plébiscité pour ainsi dire dans le milieu rural. Ça a toujours été un peu l'identité de notre parti. C'est assez paradoxal, nous sommes considérés comme un parti de cadres, d'aucuns disent même d'intellectuels. C'est le reproche en tout cas qu'on nous faisait au départ, pensant que nous étions destinés à un devenir groupusculaire, mais en vérité, nous avons toujours eu une base rurale et cette tendance à être plus fort en milieu rural s'est confortée à mesure que le temps a passé et la cartographie du vote du premier tour de l'élection passée a été une confirmation de cette réalité. Alors, en tant que candidat du parti au pouvoir et dauphin désigné du président sortant Mamadou Issoufou, vous n'avez pas été élu directement au premier tour, malgré le soutien de l'appareil de l'État. Comment vous l'expliquez, au-delà de quelques pistes de réflexion que vous nous avez données juste avant, sur le fait de la multitude des candidatures? Je ne peux pas dire plus que je ne dis. Ce sont les raisons fondamentales. Si vous considérez qu'il y a un certain nombre de candidats qui ont été dans les faits très fictifs parce qu'ils n'ont jamais fait de campagne, mais qui ont rassemblé presque 600 000 voix, ça fait 12 points. Si vous savez qu'il y a eu plus de 400 000 bulletins nuls, à peu près 9 points, vous mettez ça ensemble, vous avez 20 points. Si ces 20 points-là devaient être répartis, ne serait-ce que de façon proportionnelle entre les différents candidats, ça m'amènerait à quelque chose de 50% et même au-delà. Donc, ce sont deux raisons fondamentales. Cela dit, le fait d'être le parti au pouvoir ne me fait pas bénéficier de l'appareil de l'État, vu que nous, notre système électoral, il est régi par le fait que c'est une commission électorale nationale totalement indépendante qui organise les élections. Et quand je viens dans une localité et que nous avons un préfet, par exemple, dans la localité, je ne considère pas que nous avons forcément un atout. Donc, voilà, nos élections à nous, elles sont totalement libres de ce point de vue-là. Et l'appareil de l'État n'intervient pas. Maintenant que nous soyons au pouvoir et que nous ayons d'autres formes d'avantages liés à cet état de fait, c'est incontestable. Mais c'est aussi cela qui explique que nous avons un score de près de 40% malgré l'émiettement de voix. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que celui qui vient après nous, qui est soutenu par une coalition nombreuse de partis, dont un parti qui était important n'a que 16%. Et après lui, le troisième a un peu plus de 8%. Donc vous voyez, l'atomisation, elle a affecté tout le monde. Vous parlez de Maman Ousmane, qui a 17%, si mes souvenirs sont bons. Mais est-ce qu'à votre avis, le soutien de Hama Amadou, justement, à Maman Ousmane, y est pour quelque chose? Oui, bien sûr. Maman Ousmane était parti pour avoir à peu près 4%. C'est clair, c'était un peu les projections que nous lui faisions. Nous, en tout cas, il devait être 6e, nous pensions. Et nous savons qu'Amamadou pèse à peu près 10%, donc un peu plus de 10%. Ça aussi, c'est la réalité. On a eu les élections municipales, régionales, on a eu les élections législatives. Le poids de Amamadou, c'est à peu près 12%. Le propre poids de Maman Ousmane, c'est un peu moins de 4%. Ce sont ces deux qui se sont combinés pour donner les 16 et quelques pourcents. Alors, l'ancien Premier ministre Sini Oumarou avec 8,95% des voix et l'ancien ministre Albadé Abouba avec 7,07% des voix ont occupé les 3e et 4e places. Ils vous soutiennent aujourd'hui après vous avoir combattu au premier tour. Quel est finalement le fondement idéologique de cette alliance? Est-ce circonstanciel? Nous sommes déjà ensemble
au gouvernement pendant les 5 années du mandat actuel du président Issoufou. Donc leur soutien n'est pas circonstanciel. Il prolonge cette alliance que nous avons avec M. Albadé depuis 2013, avec M. Seyni Oumarou depuis 2016. Donc ce n'est pas circonstanciel, c'est plutôt ça qui est plus naturel et plus évident que le contraire. Mais pourquoi ne vous n'ont-ils pas soutenu dès le départ, en fait? Ah non, mais ils n'avaient pas à me soutenir dès le départ parce que ce sont des personnes qui ont des vraies ambitions présidentielles et qui se devaient justement de faire en sorte qu'elles aillent en compétition avec l'espoir, pourquoi pas, de venir au second tour et même d'être élus. Donc ce ne sont pas de candidats banals qui devaient faire que de la figuration. Est-ce qu'on peut envisager que si l'un d'entre eux avait été au second tour, vous l'auriez, vous, soutenu, un des deux candidats? Si l'un d'entre eux était en compétition contre quelqu'un contre M. Mahaman Ousmane de l'opposition, oui, bien sûr, puisque nous sommes de la majorité. Alors, leur avez-vous promis d'intégrer le gouvernement en cas de victoire, ou si vous préférez, qu'espèrent-ils comme rétribution de leur soutien? Ce n'est pas en termes de rétribution qu'il faut poser le problème, mais à partir du moment où je les ai sollicités pour qu'ils me soutiennent et qu'on était déjà dans le même gouvernement, nous avons décidé de prolonger notre action gouvernementale. La règle, en l'espèce, c'est aussi la distribution des postes de responsabilité. Et ça, c'est vrai pour tous les partis et qui constituent des coalitions pour gouverner ensemble au monde. Donc on doit s'attendre à les voir dans votre gouvernement si vous êtes élu? Absolument, on doit s'attendre à voir leurs partis politiques, les cadres de leurs partis politiques dans le gouvernement, dans l'administration, à tous les niveaux de l'État. Alors au second tour de cette élection, vous êtes face à Mahaman Ousmane. Quels sont finalement vos principaux atouts face à l'ex-chef de l'État? Mes principaux atouts, puisqu'on est en élection, c'est que moi j'ai 40%, lui il a 16%. Moi j'ai le soutien de partis qui pèsent plus de 25%. Lui, il n'a pas beaucoup de réserves. Il a eu un soutien de partis de l'ordre de 6 points. Lui, il bénéficie du soutien de micro-partis. Moi, je bénéficie du soutien de grands partis, de vieux partis avec des bases solides, bien installés, qui ont des députés sur l'ensemble des régions du pays, quand lui n'a de députés que dans la région de Zinder, plus 6, plus un seul à Maradi, et les partis qui le soutiennent sont cantonnés dans les régions de l'Ouest. Tillabéri pour le Lumana, Dosso pour le MPN. Donc vous partez confiant pour ce second tour? Tout à fait. Alors si vous êtes élu président de la République du Niger le 21 février prochain, quelles seront les premières mesures de gouvernance au profit du pays? Je ne serai pas dans la position de M. Biden vis-à-vis de M. Trump. Je ne serai pas donc dans la rupture, je serai dans la continuité. Et cette histoire de 100 jours, c'est surtout vrai pour les partis qui viennent avec un programme de rupture. Le meilleur exemple à cet effet, c'est celui que je viens de citer. Ne vous attendez pas à des choses, j'allais dire, un peu théâtrales de ma part. On va s'intéresser à l'aspect sécuritaire qui est vraiment encore une préoccupation des populations. 100 personnes ont été tuées le samedi 2 janvier dans 2 villages de l'ouest du pays, juste après l'annonce des résultats provisoires globaux des élections législatives et présidentielles du 27 décembre dernier. Que comptez-vous faire très précisément sur cette question sécuritaire? Mais je continuerai la politique que nous avons mise en œuvre ces années, que nous avons affinée. Moi, j'ai été au ministère de l'Intérieur, donc j'ai une idée, je comprends tout ce que nous avons fait. Si nous avons eu des lacunes dans notre action, moi, je les ai identifiées et nous allons poursuivre le travail d'affinement de notre action, d'amélioration de notre travail à cet égard. Et donc nous allons le poursuivre et nous allons, je suis convaincu, avoir une politique de plus en plus efficiente et qui aura des résultats comme elle en a en ce moment.
Mais lors de notre dernière rencontre, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, vous avez affirmé que le Niger ne rencontrait pas vraiment de problème sécuritaire à proprement parler. Selon vous, la dégradation de la situation sécuritaire découle directement de la situation du Mali. N'est-ce pas finalement une manière de minimiser la gestion du gouvernement auquel vous appartenez? Non, au contraire. Dans la mesure où nous ne pouvons pas agir sur les causes, mais que nous devons subir les effets de cette cause qui est totalement exogène, notre travail est plus aléatoire. Donc, oui, si nous avions pu agir directement sur le centre même du foyer du terrorisme, nous aurions eu une approche qui peut bien s'évaluer en ce moment où on est performant, où on ne l'est pas. Mais le terrorisme, ses bases, c'est le territoire malien, malheureusement, le nord du territoire malien. Et nous sommes toujours dans une posture défensive, nous. Et quand, sur une frontière très longue, que nous contrôlons très peu par ailleurs, il est possible que des individus viennent nuitamment causer des massacres comme ça. La tâche, pour nous, est toujours une tâche difficile. Il y a eu le sommet du G5 Sahel il y a peu de temps. Le président sortant y a participé. Que faut-il retenir? Parce que le Niger est une pièce maîtresse dans ce dispositif. Que faut-il retenir? Et il faut retenir deux choses à l'issue de cette réunion du G5 Sahel. La première, c'est que le contingent tchadien qui devait se déployer dans la zone des 3 frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso va enfin arriver parce que des éléments sont déjà au Niger. Ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable, nouveau et remarquable. Et la France ne se désengage pas, elle ne diminue même pas les effectifs, contrairement à ce qui a presque été annoncé il n'y a pas longtemps de façon officielle en France. Voilà. Et des présidents comme celui du Niger ont particulièrement insisté sur la nécessité de la mobilisation des fonds nécessaires pour assurer le relèvement et le développement de cet espace sahélo-saharien. C'est aussi des conclusions de cette rencontre. Dernière question, M. Bazoum. En cas de défaite, accepterez-vous votre défaite? Oui, absolument. Si à l'issue de ces élections, de façon tout à fait régulière, j'ai été battu, même dans les conditions tout à fait impossibles. Pourquoi impossible? C'est mathématiquement Mathématiquement, c'est impossible. Et puis quand même, on est en fin de campagne. J'ai évalué le rapport de force. Nous sommes très présents. Nous avons une écoute. Nous avons beaucoup d'enthousiasme de la part des militants des partis qui se sont ralliés à nous. Nous ferons un sans faute dans le report de voix. Et nous mettons encore plus d'énergie pour mobiliser nos propres voix et davantage plus qu'elles. Bon, tout ça m'amène à croire que nous allons l'emporter. Mais si Dieu devait décider de façon très claire que ce n'est pas moi qui suis élu, moi je suis un démocrate. Je ne vais pas à une élection en considérant que c'est moi qui vais la gagner. Si c'est le cas, on ne devait même pas organiser des élections. On organise des élections parce que justement, on veut savoir ce que le peuple pense. Et si le peuple devait penser que ce n'est pas nous, ce ne sera pas nous. Nous sommes à Zinder, vous êtes originaire de Zinder. On a l'impression que c'est le véritable enjeu de cette élection, puisque le candidat de l'opposition, Maman Ousmane, aussi y est, et c'est aussi son fief. Il y a une forte population. C'est à Zinder que tout va se jouer? Non, je ne pense pas. Bon, Zinder, nous venons d'organiser les élections le 27 décembre dernier. Moi, j'ai 16 députés, mon concurrent a 6. J'ai le soutien de tous les autres partis qui ont des députés. Et lui, il n'a le soutien d'aucun parti qui a un seul député ici. Donc, arithmétiquement, moi, j'ai l'équivalent de voix de 27 députés. Lui, il a l'équivalent de voix de 6 députés. Donc, vous voyez, dans la ville même de Zinder, il est majoritaire, mais avec l'apport de mes soutiens à moi, même dans la ville de Zinder, le rapport de force va changer. Mais la ville de Zinder, ce n'est rien par rapport
au reste de la région. Donc ce n'est pas un grand enjeu pour nous. C'est un rapport de force qui ressemble à peu près au même rapport de force que Maradi ou que Agadez ou que Difa, un peu moins que Tawa. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup Mohamed Bazoum d'avoir accepté de nous recevoir et de répondre à toutes nos questions. Merci madame. C'est la fin de cette émission exceptionnelle en direct de Zinder, consacrée donc au second tour de l'élection présidentielle au Niger. Bonne suite des programmes sur RTI 1.